Bien, donc, merci beaucoup Marie-Paul. Donc là, on va continuer par un zoom sur un point très très spécifique qui a été abordé plus rapidement dans la présentation précédente, qui est comment on fait pour combiner des surfaces, des objets 3D, par composition de fonctions. Donc je vais rapidement repositionner le contexte, même si ce sont des choses qui ont déjà été dites auparavant, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on est en train de faire, quel objet on est en train de regarder et quel formalisme on va utiliser. Donc là, on se positionne dans une modélisation constructive où l'idée c'est de créer des éléments relativement simples qui vont être assemblés avec pour objectif de créer un modèle de plus en plus complexe. Et donc ici, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas vraiment de savoir comment ces objets ont été représentés. Ce qui nous intéresse, c'est que ça, c'est une donnée d'entrée qu'on va avoir pour cette présentation. On a les éléments et ce qu'on veut, c'est les assembler les uns avec les autres. Et ce qu'on va regarder précisément, c'est comment ça se passe quand on assemble ces objets dans le contexte des représentations par fonction scalaire 3D. Voilà. Donc c'est ici qu'on va se positionner exactement pour cette présentation. Bien, donc du coup, ça va s'articuler de la façon suivante. Donc on va regarder d'abord quel est l'intérêt d'utiliser des fonctions scalaires 3D. Donc normalement, vous en avez déjà une bonne idée. On va faire un petit rappel, ça va être très rapide sur cette partie-là. Ensuite, on va regarder quel est le formalisme des fonctions scalaires 3D qui vont être utilisées pour cette présentation. On parlera de la façon dont on peut les assembler les unes avec les autres et du coup du contexte général qui guide cet assemblage, c'est-à-dire quel est le lien entre les opérateurs de composition et l'impact qu'ils ont sur les surfaces. Enfin, on regardera plus précisément des opérateurs de composition, d'assemblage qui sont utilisés et qui ont été créés dans la littérature au cours du temps. Et on finira sur un exemple d'application un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc pour l'animation de personnages. Voilà, et on finira avec quelques ouvertures et une conclusion, bien entendu. Bien, donc tout d'abord, quel est l'intérêt des fonctions scalaires 3D? Donc vite sur ce point-là. Donc l'idée, c'est d'assembler des primitives ensemble. Par exemple, ici, on a deux primitives qui sont ovales, et on va vouloir les assembler. Et la première question qu'on peut se poser, c'est que l'opération d'assemblage, est-ce qu'elle doit être considérée comme une opération surfacique ou une opération volumique? Et en fait, si on la considère comme une opération surfacique, ça veut dire que ce qu'on va assembler, par exemple ici comme une union, c'est l'enveloppe des objets. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la surface des objets, et on vient assembler, là ici avec une union, ces deux surfaces. Or, faire l'union de deux surfaces, c'est prendre l'ensemble des points qui appartiennent à l'une ou à l'autre ou aux deux surfaces. Et du coup, le résultat, c'est d'avoir les deux surfaces imbriquées l'une dans l'autre. Et du coup, le résultat d'une opération surfacique va nous donner un objet final qui intègre des parties de surface qui sont à l'intérieur de l'objet. Si on le considère maintenant de façon volumique, la question qu'on va se poser, c'est comment obtenir l'ensemble des points qui sont à la fois à l'intérieur de l'un et de l'autre des objets. Et là, du coup, le résultat que ça va nous donner, c'est évidemment le volume de l'assemblage des deux objets, et la surface, elle, capturera uniquement l'enveloppe de cet assemblage, qui est plutôt ce qu'on veut faire. Donc du coup, ce que ça nous fait prendre en compte, c'est que l'opération d'assemblage est une opération qui est volumique. Et du coup, on ne sera pas trop surpris dans ce qu'on va voir juste après, de se rendre compte que quand on veut la mettre en œuvre avec des représentations qui sont surfaciques, c'est beaucoup plus difficile que quand on veut la mettre en œuvre avec des représentations qui sont volumiques. Voilà. Donc là, ce qui va être important quand on va du coup vouloir mettre en œuvre ce type d'opération, c'est de pouvoir localiser les parties qui sont internes à la surface, de manière à pouvoir, évidemment, ne plus les considérer dans le résultat. Donc les parties, en termes de représentation, donc on a des représentations qui vont être des représentations explicites de la surface, où là, on se concentre sur la surface. Donc Marie-Paul vous en a pas mal parlé avant, donc là, je vais en donner une liste non exhaustive, comme par exemple les maillages 2D, les surfaces de subdivision, les surfaces paramétriques, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un ensemble de représentations qui vont définir explicitement l'ensemble des points de l'espace qui appartiennent à une surface. Par contre, ce sont aussi des représentations qui n'intègrent pas d'informations sur ce qui se passe autour de cette surface. Notamment, elles n'intègrent pas d'informations de volume, elles n'intègrent pas non plus d'informations qui permettent de localiser des points par rapport à la surface, à savoir si on est à l'intérieur, par exemple, ou à l'extérieur d'une surface. Du coup, il n'y a pas de mise en œuvre simple, directe et robuste des opérateurs d'assemblage avec ce type de représentation. Ce n'est pas infaisable, simplement c'est plus difficile. Si par contre on part avec des fonctions scalaires 3D, donc des champs scalaires, cette fois-ci on part avec une fonction de R3 dans R qui va nous pondérer l'espace 3D avec des scalaires.
Par exemple, une fonction qui va nous donner la température en tout point de la pièce, ou ici, une fonction qui nous retourne la distance entre le point P considéré et un point P0 fixé dans l'espace. Donc ce que ça va définir comme champ scalaire, c'est un champ de surface de niveau qu'on pourrait appeler qui sont concentriques, qui vont définir des sphères concentriques autour du point P0. Et dans ce champ scalaire, on va pouvoir définir une surface qui est une surface définie implicitement, donc une surface implicite, par l'ensemble des points P de l'espace pour lesquels ma fonction va retourner une valeur fixe, ici c'est 0. Donc évidemment, pas de représentation explicite des points de l'espace, Marie-Paul en a déjà parlé précédemment. Par contre, on va pouvoir intégrer explicitement l'information d'intérieur et d'extérieur. C'est-à-dire que si ma fonction est continue, et ici, idéalement pour la suite de la présentation dérivable, je sais que si je passe d'une valeur qui est plus petite que ma constante d'intérêt à une valeur qui est plus grande, je vais forcément traverser ma surface. Et du coup, cette surface sépare l'espace en deux demi-espaces, un demi-espace intérieur et un demi-espace extérieur à ma surface. Et du coup, une simple évaluation de ma fonction en un point me permet de savoir si ce point est à l'intérieur, à l'extérieur ou sur ma surface. Et du coup, on peut s'attendre avec ce type de représentation à avoir une mise en œuvre qui est directe, simple et robuste des assemblages. Et c'est pour ces raisons-là qu'on se concentre et qu'on a fait beaucoup d'efforts sur la façon d'essayer de contrôler, de créer des assemblages à partir de ce type de représentation. Donc, quel formalisme on va utiliser dans la présentation? Donc ici, le formalisme qui va être utilisé, c'est qu'on va utiliser des fonctions scalaires qui sont à support compact, et on va avoir des surfaces qui vont être définies pour notre constante égale 0,5. Donc on aura toujours la surface définie par l'ensemble des points P pour laquelle la fonction retourne 0,5, donc ça sera notre surface implicite d'intérêt. Et on va avoir le formalisme suivant, on va avoir une fonction potentielle, une fonction scalaire qui sera supérieure ou égale à 0,5 à l'intérieur de l'objet, elle sera inférieure ou égale à 0,5 à l'extérieur de l'objet, elle aura un maximum en 1 au centre de l'objet, elle sera décroissante jusqu'à une valeur minimale qui est 0, à une borne, enfin une isosurface frontière à l'extérieur de l'objet, ce qu'on va retrouver ici. Voilà. Et au-delà de cette limite, la fonction vaut uniformément 0 partout. Donc ça, c'est les notations et le formalisme qu'on utilisera tout au long de la présentation. Une autre chose qui est intéressante, c'est que si ma fonction est dérivable, à ce moment-là, et ça on en a déjà parlé, on a accès à travers le vecteur gradient à des fonctions, enfin à des vecteurs qui sont orthogonaux aux lignes de champ de ma fonction scalaire. Donc ça nous permet d'avoir en tout point de l'espace, du moins où ma fonction n'est pas nulle, je vais pouvoir définir un vecteur orthogonal à mes lignes de champ. Bien, donc maintenant on va pouvoir nous tourner vers ce qui nous intéresse dans cette présentation, à savoir les opérateurs d'assemblage. Donc tout d'abord, comment ils sont définis? Donc là, on va s'intéresser uniquement aux opérateurs binaires, c'est-à-dire à des opérateurs qui vont combiner entre elles les surfaces par paire, donc 2 par 2. Donc un opérateur va être défini aussi par une fonction scalaire, cette fois-ci non pas de R3 dans R, mais de R2 dans R. Et donc ça va être une fonction qui va pondérer l'espace R2 avec des scalaires. Et quand je vais vouloir donc combiner des surfaces entre elles, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la composition de fonctions, c'est-à-dire que si j'ai F1 et F2, qui sont les deux fonctions scalaires qui représentent les objets que je veux assembler, je vais passer, par combinaison de fonctions, je vais calculer G de F1, F2, et G de F1, F2 va me donner une nouvelle fonction scalaire qui sera le résultat de l'assemblage de F1 et F2. Donc du coup, dans cette nouvelle fonction que j'obtiens comme résultat, la surface f égale 0,5 sera la surface implicite d'intérêt. Je retrouverai ma représentation volumique avec l'ensemble des points P tels que f est supérieur ou égal à 0,5 qui me donnera l'intérieur de mon objet. Je retrouverai mon 1 au centre et mon 0 comme borne. Ce qui nous donne un processus parfaitement unifié où le résultat d'une composition de deux fonctions scalaires est une nouvelle fonction scalaire avec les mêmes propriétés et qui peut donc être utilisée pour une nouvelle composition et ainsi de suite. Donc si maintenant on regarde ce qui se passe de plus près au niveau graphique, quand on va vouloir faire de la composition de fonctions, ce qu'on peut regarder, c'est quelles sont les correspondances qu'il y a entre l'espace de représentation de mon opérateur G ici à gauche et l'espace R3 de modélisation où je vais retrouver mes surfaces implicites dans mes fonctions scalaires ici à droite.
Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que si je prends un axe ici, F1 égale 0,5, qui n'est rien d'autre qu'une verticale dans mon espace de l'opérateur G, en fait, F1 égale 0,5, ce n'est rien d'autre que ma surface implicite d'intérêt dans mon espace de modélisation. Donc le lien entre les deux, c'est que finalement cet axe dans l'espace de représentation de G n'est rien d'autre qu'une surface dans mon espace de modélisation R3. Et comme ça, je peux regarder les différents axes. Si je considère maintenant mon axe F1 égale 1, en fait, ça ne sera rien d'autre que le centre de ma primitive. Ensuite, si je vais à l'autre bout, à l'autre extrémité, et que je regarde F1 égale 0, là, je suis à la borne de variation de ma fonction potentielle, ma fonction scalaire. Et puis, je peux considérer comme ça n'importe quel axe vertical, et en fait, chaque axe vertical va représenter une surface implicite dans mon champ scalaire 3D. De la même façon, je peux arriver et regarder la même chose du côté de F2, et au lieu d'avoir des verticales, je vais me retrouver avec des lignes horizontales. Et je vais avoir exactement le même formalisme, et je vais retrouver exactement les mêmes surfaces implicites, sauf que la correspondance, F1 est sur l'axe des abscisses et F2 sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc, pas des verticales, mais des lignes horizontales. Et donc, si je représente maintenant mes deux primitives que je vais vouloir composer, voici comment elles se représentent dans l'espace de l'opérateur G. Donc là, une fois que j'ai ça en place, je vais pouvoir regarder comment je vais pouvoir construire une surface qui serait une composition de ces deux surfaces, de ces deux fonctions scalaires F1 et F2. Et la première chose qu'on peut regarder, c'est quelle est la correspondance un peu qu'on a avec des grandeurs dans l'espace de modélisation de G. Donc si par exemple je prends un point, ici le point 0,5,0,5, le point 0,5,0,5, qu'est-ce que c'est ? Finalement, dans mon espace de modélisation, ça va être l'intersection entre les deux surfaces implicites définies, la première par F1 égale 0,5 et la deuxième par F2 égale 0,5. Donc c'est une intersection de deux surfaces qui va se traduire par une courbe, qui va être ici un cercle, en fait, puisqu'on est en train de faire des intersections de sphères. Et de cette façon, je peux aller regarder un peu n'importe quel point de mon espace R2, et en fait, chaque point sera associé systématiquement à l'intersection des surfaces implicites qui représentent l'abscisse et l'ordonnée du point. Donc du coup, là, vu que j'ai que des sphères concentriques, chaque point de mon espace R2 sera associé à un cercle dans mon espace de modélisation. Donc ici, par exemple, ça va être la surface implicite F1 égale 0,2, intersection avec la surface implicite F2 égale 0,5. Bon, une fois qu'on a compris ça, on peut aussi construire ce point-là. Et puis on va étendre ça, par exemple, à des lignes. Si maintenant je veux regarder ce qui se passe avec ce segment-là, ce segment-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de points tel qu'F1 égale 0,5, ce qui veut dire que je vais me situer sur la surface implicite F1 égale 0,5, donc je suis le long de cette surface implicite-là. Par contre, je ne considère que les points pour lesquels la fonction F2 est, elle, inférieure ou égale à 0,2. C'est-à-dire que si je prends F2 égale 0,2, je suis sur cette surface implicite-là, et vu qu'elle est décroissante à l'extérieur, je m'intéresse à tous les points qui sont à l'extérieur de cette zone. Et ça me permet de capturer tout cet élément, enfin toute cette partie de la surface implicite du champ F1. Bon, par symétrie, je peux faire exactement la même chose de l'autre côté et récupérer toute cette partie de ma surface F2. Et là, je suis en train de commencer à composer les choses, à récupérer dans ma surface finale des éléments, des morceaux, comme ça je vais pouvoir sélectionner dans mes surfaces implicites d'origine. Bien. Et du coup, je peux construire des courbes. Je construis des courbes dans mon espace de représentation de G, et ces courbes, elles ont une correspondance dans mon espace de modélisation. Donc finalement, elles ont une correspondance, elles vont permettre de créer des surfaces comme ça dans mon espace de modélisation. Et évidemment, j'ai toute liberté à créer les courbes que je veux, et je peux comme ça me donner une intuition de ce que je suis en train de sélectionner dans l'espace de modélisation à côté, en fonction des primitives que je suis en train de créer. Bien. Et maintenant, si je veux que cette courbe-là me définisse une surface à proprement parler, j'ai juste à dire, cette courbe, c'est l'ensemble des points pour lesquels G vaut 0,5. Donc je pondère mon espace R2, et l'ensemble des points pour lesquels ma fonction G vaut 0,5, c'est cette courbe, ce qui veut dire que si je définis une fonction f qui est égale à G de F1, F2, là où f égale 0,5, je suis sur cette surface-là. Et cette surface est donc le résultat de l'assemblage de F1 et F2. Et si ça, c'est bien vu, finalement, qu'est-ce qu'on a comme processus ?
on a quelque chose qui nous dit que la forme du graphe de G de F1, F2 nous permet de choisir directement les courbes de R3 qui vont constituer la surface de F. On a un lien direct entre ce qui se passe dans l'espace de R2 et ce qui va se passer dans l'espace de modélisation. Et ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que la forme de ces courbes d'intersection, la forme de ces courbes qui sont associées au point, au graphe de G de F1, F2, ce n'est rien d'autre que les intersections des surfaces implicites de F1 et F2. Donc quand on veut connaître la forme de ces courbes, il suffit de regarder quelles sont la forme des courbes d'intersection des deux primitives, des surfaces qui sont dans les champs scalaires qu'on est en train de composer. Et c'est ça qui va vous dire quelle forme auront les courbes qui vont constituer votre résultat. Voilà. Donc ça, c'est une façon de voir, d'illustrer et de comprendre quel est ce qui se passe quand on fait de la composition, comme ça, de fonctions scalaires. Et si ça, c'est compris, le reste est quasiment trivial. C'est-à-dire que tout est là. Après, on ne fait que choisir là-dedans, finalement, quels sont les G qui nous intéressent, quelles sont ces fonctions G qui vont pouvoir avoir une application concrète pour faire quelque chose de particulier. Et ça nous amène à nos opérateurs binaires d'assemblage, qui sont ceux qui ont été créés comme ça au fil du temps dans la littérature, parce qu'il y avait un intérêt particulier pour une application spéciale. Donc, par exemple, si on regarde un opérateur d'union, on a évidemment d'intéressant quand on fait une union, le point qui est l'intersection des deux surfaces qu'on veut garder. Et quand on va faire un opérateur d'union, ce que l'on veut, c'est conserver l'intérieur des primitives. C'est-à-dire qu'on veut conserver l'intérieur de ce qui est dans une primitive, l'intérieur de ce qui est dans l'autre primitive, évidemment, l'intérieur de ce qui est dans les deux. Et ce qui nous amène finalement comme G de 0,5, en fait, quand on veut la fonction G qui va nous intéresser, c'est donc celle-là. C'est celle qui est l'enveloppe de l'union qu'on veut garder. Donc on garde que l'enveloppe, effectivement cette fonction-là, si je la trace, c'est bien l'enveloppe des deux primitives que j'avais en entrée. Alors après, on peut vouloir construire des choses plus complexes. Et une difficulté quand on veut faire des choses plus complexes, c'est de savoir finalement quel est le G qui nous intéresse. Or là, on a toute la mécanique entre les mains. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir partir du résultat et remonter sur le G qui va nous l'amener. Par exemple, ici, on veut faire un opérateur de mélange. Donc un opérateur de mélange, qu'est-ce que c'est ? C'est un opérateur qui va conserver deux parties des primitives qu'on assemble, mais qui va créer à proximité de l'intersection des deux primitives un élément de surface qui est lisse et arrondi. Bon, mais très bien. Ce que je sais déjà conserver, c'est mes éléments de surface. Ça, on a déjà vu comment on fait. Et finalement, qu'est-ce que c'est un mélange ? C'est juste une courbe, un élément de surface qui est lisse et arrondi, qui passe à l'extérieur de mes surfaces à combiner. Bon, mais très bien, c'est uniquement ce que j'ai à rajouter au niveau de mon profil. Et en partant de ça, je sais maintenant que si je suis capable de définir une fonction G de F1, F2 telle que G de F1, F2 égale 0,5, c'est cette courbe verte, j'ai la garantie que je suis en train de faire un opérateur de mélange. Alors là, après, on peut commencer à inventer des choses exotiques. Si ici, par exemple, on est intéressé à faire un opérateur de contact, quelque chose de très intéressant, si on veut simuler, par exemple, des parties organiques qui rentrent en contact les unes avec les autres, typiquement deux doigts qui s'écrasent, par exemple. Bon, ben, je vais vouloir avoir ce comportement-là. Mais là, c'est pareil. Je conserve mes bords ici, et je viens créer au milieu ma zone de contact, en sachant que ma zone de contact est localisée à l'extérieur de mon intersection, et qu'elle a cette forme-là. Et je viens reproduire ici la forme que j'ai là. Alors pourquoi on sait qu'ici on revient en biais Tout simplement parce que la zone de contact que vous avez là, c'est tout simplement la zone pour laquelle les fonctions scalaires sont égales. C'est-à-dire c'est F1 égale F2. Et F1 égale F2 dans cet espace-là, ce n'est rien d'autre que la diagonale que j'ai ici. Oups. Voilà. Donc cet opérateur-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous assemble les surfaces et uniquement sur le contour, il vous met un effet de gonflement. Ce qui peut être intéressant, et ça aussi ça a été abordé précédemment, c'est de dire que j'ai deux primitives qui sont différentes, qui viennent s'écraser l'une contre l'autre. Et là, je ne veux pas les fusionner en une seule, je veux conserver mes deux primitives en isolation. Et donc, j'ai besoin de recréer ma surface de contact entre les deux. Bon, ben, très bien, recréons-la. Avec ça, on a la garantie qu'ici, vous êtes en train de recréer la surface de contact intégralement, puisque vous venez de mettre une surface qui rentre à l'intérieur des deux parties de l'objet, de bout en bout. Donc ce discours-là pour dire qu'au final, on n'a pas de limite vraiment dans ce qu'on veut faire. On peut faire à peu près ce qu'on veut, du moins on est capable de dessiner et de savoir
quel graphe doivent avoir les opérateurs pour arriver à un résultat escompté sur nos surfaces. Alors évidemment, dessiner les choses et savoir quel graphe on veut à une fonction, c'est très bien. Trouver les équations qui vont nous permettre d'arriver à ces résultats-là et avoir des équations qui nous permettent de faire des calculs et des affichages en des temps corrects, c'est une autre affaire. Alors pour l'union, c'est quelque chose qui a été résolu depuis assez longtemps. On en a parlé aussi, on fait le max des fonctions et c'est réglé. Donc là, en termes de calcul, aucun problème. Le mélange, on a une approche simple qui est de faire simplement la somme. Ça aussi, en termes de calcul, il n'y a pas vraiment de souci. Ici, on commence à avoir des équations un petit peu plus complexes, mais ça se calcule aussi. On a des solutions qui font des choses en étant raisonnables avec des calculs qui sont acceptables. Si maintenant vous voulez généraliser les choses et vraiment avoir des transitions où un utilisateur, par exemple, il va pouvoir point par point sélectionner la forme de l'assemblage qu'il veut créer, là, ça se complique un petit peu. On a des équations qui vont permettre de résoudre ça. Par contre, leur coût d'évaluation est particulièrement coûteux, mais ce n'est pas très grave. On est sur de la fonction à support compact, c'est-à-dire que f1 et f2 ne varient qu'entre 0 et 1. Et donc, on peut aller précalculer ça dans des grilles. Et en fait, la précision que vous avez dépend de la résolution de la grille que vous voulez. Donc, vous échantillonnez vos axes entre 0 et 1. Et en général, vu que ce sont des formes relativement lisses, avec des grilles de 64 au carré, voire 128 au carré, on a largement suffisamment de précision. On fait une interpolation bilinéaire là-dedans pour évaluer la fonction. Et ça se passe très bien. Et du coup, un coût d'évaluation, ça ne devient juste qu'un accès mémoire, et une interpolation. Voilà. Alors, donc du coup, tout ça, c'est très bien, mais ça nous fait des assemblages qui sont identiques dans toutes les directions. Je vais spécifier ça tout de suite. Donc là, on a vu comment on pouvait créer des choses. Maintenant, on va illustrer les limitations que l'on a avec ces choses-là. Et là, donc on a deux cylindres ici que l'on va mélanger. Là, on travaille sur un opérateur de mélange pour mettre en évidence les limitations que l'on a. Et donc à gauche, on va voir apparaître les problèmes, et à droite, on va voir apparaître ce que l'on aimerait avoir. Donc le premier, c'est le mélange à distance, c'est-à-dire qu'on a deux primitives qui ne sont pas encore en contact et qui sont en train de se mélanger. Dans certains cas, on le veut, mais si on fait par exemple de la modélisation de forme, typiquement, on n'en veut pas. Il est hors de question que si je fais deux doigts et que je les modélise trop près l'un de l'autre, ils sont en train de se fusionner. D'accord ? Donc ça peut être quelque chose d'indésirable. Donc si on le veut, il faut qu'on puisse le maintenir, mais si on ne le veut pas, il faut qu'on puisse l'enlever. Et deuxième problème qui a déjà été présenté, c'est que si on a trop de variations entre les tailles relatives des primitives qui sont composées, à ce moment-là, l'une avale l'autre. Et on a un effet de gonflement comme ça. Alors ici, il est relativement léger. Vous avez vu tout à l'heure, ça peut être beaucoup plus important. Enfin, dernière chose, on ne va pas pouvoir localiser le mélange sur une composition. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais assembler ces deux objets, je vais avoir un gonflement sur le côté. Or, ce gonflement, typiquement, bien souvent, lui non plus, on ne veut pas l'avoir. Ce qui nous intéresse, c'est de bien avoir un mélange dans cette zone-là. Par contre, dans la zone du dessus, on voudrait retrouver un comportement de ce type-là. C'est-à-dire, en gros, on ne vient mettre du mélange que là où, quelque part, les primitives, en faisant une union, auraient mis une arête, et pas ailleurs. Bien. Donc, si on veut commencer à s'intéresser à ce genre de problème, il va falloir faire un peu évoluer les opérateurs qu'on a. Donc l'idée de départ, c'est de travailler avec des opérateurs qui vont inclure un paramètre d'interpolation entre deux opérateurs limites. Typiquement ici, on va se donner un opérateur d'un côté qui est l'union, on va se donner un assemblage de l'autre côté qui est un mélange complet, un mélange très large, et on va se donner un paramètre qui varie de 1 jusqu'à 0 et qui va permettre de passer de façon continue entre cet opérateur-là et cet opérateur-là. Typiquement, en fait, quand β va décroître, on va avoir un mélange de plus en plus important jusqu'à arriver à un mélange maximal au bout. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, des opérateurs de ce type, on peut en imaginer d'autres, pas seulement entre des unions et du mélange, il en a été fait aussi entre des unions et du gonflement au contact,
On va avoir un gonflement de plus en plus important jusqu'à arriver à un gonflement maximal, voire un opérateur ici très spécifique dont vous verrez une illustration en animation derrière, qui va vous permettre de définir une surface de contact de plus en plus importante qui part de l'extérieur de la surface et qui va vers l'intérieur de la surface. Alors pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut servir, typiquement si je suis en train de modéliser un personnage dans une certaine pose et que là je suis en train d'assembler les deux parties du bras, mais qu'est-ce qui se passe quand le bras est plié? Quand le bras est plié, vous avez bien une zone de contact ici à l'intérieur du pli. Par contre, les deux parties ne sont pas entièrement assemblées. Et le bras ne constitue bien qu'un seul élément. Et dans ce cas-là, on est bien dans cette situation-là, où on a une zone de contact ici qui se rapproche de l'union. L'union pour mon bras étant évidemment la partie externe, l'enveloppe de mes primitives, une partie de contact qui part de là et qui s'arrête pour après laisser l'intérieur de la primitive intacte. Et c'est typiquement ce que je vais pouvoir reproduire avec ces positions intermédiaires. Bien, donc une fois qu'on a ces opérateurs qui sont paramétrables, alors évidemment, vient encore une fois à se poser, c'est le problème du calcul. Donc c'est très très bien, encore une fois, on sait les dessiner, c'est parfait, sur le papier ça marche très bien. Comment on va pouvoir les calculer? Alors là c'est beaucoup plus difficile à obtenir, surtout des opérateurs qui sont bien lisses, bien continus lors de leur interpolation, et donc c'est souvent des assemblages de fonctions. Donc on a plusieurs fonctions qu'on vient poser et coller les unes aux autres, et on vient mettre derrière une résolution numérique et un précalcul dans une grille, cette fois-ci non pas 2D mais 3D. 3D ça marche encore, en termes de coût mémoire, on est loin de faire exploser les choses, ça reste des opérateurs assez lisses, et en général avec du 128 au cube, on est vraiment tranquille. Au pire, si vraiment il y a besoin, on passe avec des grilles de 256 au cube, et ça loge sans problème en mémoire. Et là, on va avoir des évaluations qui vont être tout à fait décentes. Évidemment, interpolation trilinéaire dans les grilles derrière à chaque fois que l'on veut évaluer l'opérateur. Et du coup, ça nous permet de résoudre la limite du calcul. Et là, on n'a plus vraiment de limite. On peut prendre les équations qu'on veut. Même des fois, on a des opérateurs où on n'a juste pas d'équation. C'est résolu de façon purement numérique. Ce n'est pas grave, on précalcule et après, c'est juste une interpolation trilinéaire dans une grille. Alors, comment tout ça va pouvoir se contrôler de façon plus ou moins automatique, de manière quand même à arriver à un résultat derrière? Donc, comment on met en œuvre ces opérateurs? Et en fait, l'idée, c'est de lier l'opérateur d'interpolation, le paramètre d'interpolation des opérateurs à l'angle entre les gradients des primitives que je compose. Alors, typiquement, si on regarde un peu ici ce qui se passe, ici, j'ai une forme qui est composée à partir de deux cylindres, des cylindres arrondis au bord, un vertical et un horizontal. Et j'ai mes vecteurs rouges qui sont les vecteurs gradients de la fonction scalaire du cylindre vertical, et j'ai les bleus qui sont les vecteurs gradients de la fonction scalaire du cylindre horizontal. Et donc, je vois bien, par exemple, ici en haut, que je vais avoir un angle entre mes deux gradients qui est nul, alors que dans ces zones-là, ici, je vais avoir un angle qui est plutôt autour de pi sur 2. Et donc, je vais pouvoir, avec cet angle, avoir quelque chose de discriminant et qui va me permettre de choisir quelle est la valeur du paramètre bêta que je vais associer à ces différentes valeurs d'angle en fonction du résultat que je veux. Donc, je vais construire une fonction ici, qu'on peut voir comme une fonction de transfert, en fait, qui va nous permettre de choisir quel type de mélange je mets pour quel angle. Et après, c'est au choix du résultat qu'on veut faire, bien entendu. Alors, donc ce qu'il me faut pour démarrer, c'est un opérateur qui s'interpole, que j'ai là. Donc là, ça, je pense que ça va m'embêter jusqu'à la fin. Ça, les valeurs ne correspondent pas très bien, donc, pardon, si, ça va très bien. Ça. Donc le 1,5, la courbe blanche, c'est G égale 1,5. G égale 0,5, donc c'est ce qui va construire ma surface implicite résultante. Et ce que je vais avoir ici, en vert, ce que je vois, c'est quand j'ai mon bêta qui va varier de 0 quand j'ai un mélange complet ici, et puis qui va diminuer jusqu'à 1, et on va voir la surface comme ça, petit à petit, de l'opérateur qui me ramène à une union, et avec le résultat que j'ai à côté, évidemment, quand j'applique cet opérateur-là. Donc ça, c'est mon point de départ. Il me faut un opérateur comme ça. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir essayer de construire ma fonction h. Alors attention à la fonction h. En bas, j'ai bien l'angle alpha. Ici, le pi sur 4, il est à voir. Ce n'est pas du tout un pi sur 4, ça c'est des restes
d'anciennes vidéos. 0 en bas, c'est le mélange complet, et le pi sur 4, c'est avoir comme notre 1, c'est quand ici, à ce niveau-là, je vais me mettre en union. Et entre les deux, je serai sur des mélanges plus ou moins importants, en fonction, je suis plus ou moins près de l'union. Bien. Donc ce que je vais vouloir faire là, c'est regarder un peu comment je vais pouvoir construire ma fonction h pour arriver à éliminer tous les problèmes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et ceux par lesquels on va commencer, c'est les problèmes qui vont être situés en haut de cette surface. Et donc ce que je veux commencer à enlever, c'est le mélange indésirable. Donc le voilà. Et ça, comment on le fait? Tout simplement en disant que quand l'angle alpha est nul, c'est-à-dire que quand l'angle entre les gradients des fonctions scalaires est nul, à ce moment-là, je mets une union. Et je ne vais autoriser à mettre du mélange, et j'en mettrai de plus en plus, que lorsque ces vecteurs gradients sont orthogonaux. Et c'est ce qui va me donner cet effet-là. Donc ça va protéger l'effet de gonflement dans toutes les zones où mes fonctions composées en fait, ont des éléments de surface collinéaires. Alors ça, en même temps que ça va m'enlever le mélange indésirable, ça va aussi me permettre de protéger un peu les détails fins, c'est-à-dire d'avoir un mélange qui s'adapte à la taille relative des primitives que je compose. Alors, ce qui va me rester par contre, c'est le mélange à distance. Donc là, j'ai deux primitives qui ne sont pas encore en contact et qui sont déjà en train de se composer. Ceci dit, ici, on peut commencer à voir venir les choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gradients? Les gradients s'opposent, donc je suis sur un angle de π. Donc c'est sur cette zone-là qu'il va me falloir jouer. Évidemment, le but du jeu, c'est de dire, quand les angles s'opposent, on va faire exactement comme ce qu'on a fait quand ils sont nuls. On va décider de mettre une union, ce qui va éviter d'avoir le mélange à distance. Et donc en faisant ça, ça me permet d'éliminer le mélange à distance. Par contre, dès que les primitives vont s'interpénétrer, à ce moment-là, les gradients vont commencer à créer des angles qui vont être inférieurs à π, et du coup, ça va me créer une zone de mélange. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est que ça permet de préserver la topologie des objets composés. C'est-à-dire que si mon union ici est de genre 1, mon mélange sera aussi de genre 1. Alors que si je garde mes mélanges anisotropes, qui sont identiques partout, on en avait déjà aussi parlé tout à l'heure, il y a le risque que le mélange vienne tout simplement boucher les trous et changer le genre de ma surface, changer sa topologie. Enfin, de mon objet plutôt. Voilà. Donc ça, c'est une fonction h possible, c'est celle que j'ai décidé d'utiliser pour régler les problèmes que j'avais avant. Après, évidemment, vous avez toute latitude à utiliser des fonctions h différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, on va vouloir conserver la même. Imaginons qu'on a deux primitives qu'on est en train d'assembler qui représentent par exemple les doigts d'un personnage. Et si c'est les doigts d'un personnage qu'on est en train d'assembler, typiquement ici déjà, on a toute une zone où on a du gonflement indésirable. Bon, maintenant on sait comment l'éliminer, et donc c'est la première chose qui va se passer. On va utiliser une fonction h qui va éliminer ça. Donc on retombe sur celle qu'on avait avant, elle nous permet éventuellement de localiser une transition lissée. En fait, on va pouvoir jouer sur cette fonction h pour localiser les compositions où on en a envie. Alors là, ça ne représente rien de particulier, mais c'est juste pour montrer comment on peut jouer sur la fonction pour localiser à la fois le mélange et décider de la force qu'il va avoir. Après, toute latitude à nous d'adapter ces fonctions en fonction des opérateurs. Ici, on est en train d'interpoler, par exemple, avec des opérateurs de contact. Et on peut choisir à quel moment l'opérateur devient du contact et quelle force on va donner à notre contact. Alors là, ici, c'est deux ensembles de primitives. Et là, on va s'autoriser, alors là, c'est plutôt pour faire de l'animation, on va s'autoriser à avoir une fonction h qui va évoluer au cours du temps pour faire plus quelque chose qui va représenter, par exemple, des particules d'eau qui pourraient rentrer en contact. Donc évidemment, tant que les particules ne sont pas rentrées en contact, il n'y a pas de mélange. Et une fois qu'elles sont en contact, là, on veut justement que toutes les particules, on a un seul modèle d'eau, donc tout le monde se mélange. Et puis quand elles se séparent, on veut garder l'effet d'élasticité qu'on va avoir quand deux fluides sont en train de se séparer. Donc comme ça, on peut essayer de contrôler et de jouer un peu sur ce qu'on est en train de faire avec nos opérateurs de composition. Voilà, donc typiquement, le genre de résultat qu'on a. Donc ici, on voit en haut les 4 problèmes qu'on avait, le mélange à distance, l'absorption des détails, le gonflement indésirable et les changements de topologie. Et en utilisant par exemple cette fonction h ici, voilà les résultats qu'on va avoir derrière. Donc on commence à avoir des opérateurs avec des très bonnes propriétés.
Alors, en termes d'application, voilà le genre de choses du coup qu'on peut faire uniquement avec des compositions binaires. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a nos primitives, bon ici essentiellement des sphères, on va définir sur ces primitives les opérateurs de composition, donc on dit voilà, on fait F3 égale G de F1, F2, F4 égale G de F3, F5, j'en sais rien. On fige ça c'est défini une bonne fois pour toutes, et quand l'animation se joue, on ne touche plus du tout à la modélisation. La seule chose qui va changer ici, ce sont les centres des primitives, donc les positions des primitives. Et tout le reste se fait tout seul. Il n'y a aucun test de collision, aucune gestion spécifique des déformations, tout est donné par la modélisation de départ. Donc à la fois les contacts, à la fois les gonflements, à la fois les mélanges que vous avez en bas, tout est géré de façon totalement transparente par l'assemblage des fonctions avec leurs opérateurs. Donc ça, c'est vraiment une grande force de ce type d'approche. En termes de modélisation, évidemment, quel va être l'intérêt? Ben là, on va le voir directement. On va pouvoir assembler des formes sans jamais avoir à s'interdire ou prendre le risque de venir. Alors, on va voir quand ça s'assemble, si ça zoome un petit peu. Voilà, vous allez pouvoir assembler des primitives, donc ces primitives qui ont été assemblées, elles vont se lisser, on va avoir un effet organique au niveau de l'assemblage, de la zone d'assemblage des primitives. Par contre, elles peuvent être arbitrairement proches l'une de l'autre, on n'aura pas le mélange indésirable qui va venir perturber la forme de l'objet final. De la même façon, ici, on ne prend pas le risque que les petits détails qui ont été ajoutés soient absorbés par la taille de la fonction scalaire qui est dessous, qui est beaucoup plus grosse et qui, du coup, si on fait une addition simple, va complètement avaler et gommer les détails que l'on met dessus. Bien, donc au niveau théorique, on n'ira pas plus loin que ça. Déjà, ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on est capable de faire avec tous ces opérateurs de composition. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une application un peu différente, qui change un peu du contexte de modélisation, même si tout s'appuie sur la modélisation des objets. L'application, elle, va se faire dans le contexte de l'animation. Donc là, le problème auquel on va s'attaquer, en deux mots, c'est simplement le problème de la simulation des plis de peau. C'est-à-dire qu'au niveau des articulations, quand on anime un personnage, une difficulté, c'est de gérer les déformations que l'on va apporter au maillage au niveau des articulations. Donc ce que vous voyez là, c'est les techniques qui sont utilisées de façon standard dans les jeux vidéo ou dans tout ce qui est production en général audiovisuelle et communication. Donc ces techniques sont basées purement surfaciques, donc elles utilisent des techniques basées sur les maillages essentiellement. Et l'idée, c'est d'arriver à propager une déformation. Ici, on a une rotation du genou, ici, on a une rotation de la hanche. Et on va vouloir propager cette rotation sur le maillage ici. Donc dans ce type d'approche, ce qui va se passer en termes de résultats, c'est qu'on va avoir une surface qui va s'aplatir et s'étirer un peu comme un tube en plastique qu'on plie. Donc ça s'aplatit et ça s'étire sur le côté. Et ce qui va se passer aussi, c'est que si on plie trop, il n'y a aucune gestion de collision du maillage, c'est-à-dire qu'une surface rentre dans l'autre, tout simplement. Donc on peut avoir cet effet de perte de volume, ou alors vous avez une autre approche du même type qui va, elle, par contre, générer, on va le voir, au lieu de faire une perte de volume, plutôt une croissance de volume. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est utilisé de façon classique. Le bon goût de ce type d'approche, c'est qu'elles sont très très peu onéreuses en calcul, et évidemment, elles vont nous permettre d'avoir des résultats vraiment très rapides, donc de gérer une animation sans que ça coûte trop de ressources. D'où l'intérêt de l'application en jeu vidéo, par exemple. Donc ce qu'on voudrait plutôt avoir ici, c'est essayer d'avoir quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire conserver une sorte, créer la surface de contact entre les deux, et essayer d'avoir une sorte de rigidité à ce niveau-là, qui correspond un peu à la rigidité osseuse qu'on a au niveau de l'articulation. Bien, et ça finalement, c'est exactement ce qu'on sait maintenant bien faire avec nos opérateurs de composition. On sait très bien avoir cette rigidité au bout sans l'effet de gonflement, on sait très bien créer les surfaces de contact. Donc finalement,
l'idée, c'est de dire pourquoi ne pas associer le maillage qui représente l'objet pendant l'animation à nos représentations dessous par fonction scalaire qui vont nous permettre de contrôler la déformation du maillage. Donc on va partir avec un processus d'animation, tout ce qu'il y a de plus standard, c'est-à-dire que ça, c'est un pipeline standard d'animation de personnage. Ce qui est animé, c'est un squelette, et ce squelette, on va retranscrire les déformations de ce squelette d'animation sur le maillage. Et pour ça, le maillage est équipé de fonctions de poids ici, qui lui permettent de savoir, en fait, à chaque partie du maillage, à quel point il est affecté par les déformations du squelette support. Et ce qu'on a aussi, toujours en données, c'est un partitionnement du maillage qui nous permet de savoir quelles sont les parties du maillage qui correspondent à quelle partie de l'os. Ça, c'est une donnée d'entrée classique qu'on a pour l'animation et que donc nous, on va utiliser et rajouter nos surfaces implicites par-dessus. Et donc, on va partir, nous, de ces partitions. Et ce qu'on va rajouter dans un premier temps, c'est des surfaces implicites qui reconstruisent chacune de ces partitions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les composer les unes avec les autres avec nos opérateurs de composition, de manière à arriver à une surface finale qui intègre toutes nos parties individuelles et qui représente le maillage, mais cette fois-ci sous la forme d'une surface implicite. Une fois que ça c'est fait, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler sur notre maillage. Donc on commence avec une déformation standard du maillage, avec les techniques classiques qu'on a vues tout à l'heure. On applique les mêmes transformations à nos surfaces implicites, et on se sert de ces surfaces implicites, évidemment de leur champ gradient, qui est des vecteurs orthogonaux aux surfaces, pour venir reprojeter le maillage sur ces surfaces-là. Et ça va nous permettre de corriger le maillage, de créer le contact, tout en conservant la rigidité osseuse qui est intégrée de façon naturelle par les surfaces implicites. Alors à partir de là, une fois qu'on a ça, on peut jouer un peu avec ce qu'on veut. On a tout le panel d'opérateurs de composition que vous avez vu tout à l'heure. Donc typiquement ici, quand je vais plier le bras, ça c'est une déformation standard, on vient rajouter notre méthode, on retrouve la rigidité osseuse, on retrouve le contact ici, et à partir de maintenant, on va même pouvoir améliorer les choses. Si on regarde un vrai bras, quand on plie le bras, c'est peut-être un peu plus, avec quelque chose d'un peu plus lissé dessus. Ce qu'on va retrouver aussi, voilà, c'est que tant que le bras est un peu ouvert, la peau est lisse à l'intérieur. Et en fait, on va retrouver vraiment qu'une union quand on est à 90 degrés avec notre coude. Et ce n'est qu'après qu'on va commencer à avoir un contact. Bon, mais tout ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. On a le contrôle par les angles du gradient. Donc on va pouvoir construire nos opérateurs qui ont ces propriétés-là. Et on va pouvoir construire, du coup, reprojeter le maillage sur une surface implicite qui intègre le mélange, la surface de contact, et ainsi de suite. On va même pouvoir aller plus loin, puisqu'on sait faire du gonflement en contact. Non, on ne crée que le contact au milieu. Et pourquoi ne pas créer carrément le gonflement, puisqu'on sait le faire. Et du coup, on va pouvoir aussi simuler, localiser uniquement dans la zone de pli, évidemment, et surtout pas sur le dessus, le gonflement de la peau du doigt. Et tout ça à moindre coût. C'est donné de façon automatique par nos surfaces implicites par-dessous. Voilà. Donc en termes de résultats, ce type de technique, voici ce que ça nous permet d'obtenir au final sur des modèles complexes qu'on va vouloir cette fois-ci animer à proprement parler. Donc ça, c'est ce que ça nous permet d'obtenir nous, avec le contact et la rigidité, pour comparer un peu avec une solution, voilà, les autres solutions qu'il y avait. Voilà. Et après, on vient regarder ça sur des modèles bien complets et plus complexes pour voir que ça marche bien. Donc ça, c'est une main faite avec les techniques standards, donc des choses assez molles. Et là, on va pouvoir retrouver la rigidité, le gonflement, un doigt avec la peau qui se ferme bien au milieu. Des choses qui marchent bien. Et là, évidemment, il faut quand même montrer aussi qu'on ne fait pas que gérer un coude et un doigt. On peut gérer des épaules et des articulations beaucoup plus complexes. Donc là, une animation complète pour voir que tout se passe très bien ici. Donc là, vraiment, le gros intérêt, c'est que tout se fait de façon automatique grâce aux compositions des surfaces implicites qui sont dessous. Bon. Je pense que là, on a compris. Bien. Et ceci m'amène à la fin de cette présentation. Donc avant de conclure, quand même quelques ouvertures. Donc là, ce qu'on a vu, ce sont des choses qui sont donc centrées
autour des compositions qui sont binaires. Donc on va considérer que 2 primitives, on considère les primitives par paire. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si par hasard on ne pourrait pas permettre à un utilisateur de prendre des primitives qu'il veut composer et les positionner dans une position d'intérêt et venir dessiner, sous forme de trait ou d'esquisse, la forme de la composition qu'il souhaiterait obtenir. Et ce qui serait bien, c'est que le système, lui, derrière, soit capable d'inférer automatiquement l'opérateur qui va donner ce résultat-là dans la pose souhaitée. Quelque chose de plus théorique, à mon avis plus difficile, c'est de travailler sur les opérateurs NR. Autant sur le binaire, on arrive à avoir, peu importe finalement la complexité des opérations, quelque chose de maîtrisé, aussi bien en termes de contrôle de forme que de temps de calcul, grâce aux grilles 3D, autant en NR, on va avoir un petit problème de passage à l'échelle. Donc on va avoir des problèmes d'abord sur le contrôle des formes, c'est-à-dire qu'en NR, rien ne me dit que si je ne veux pas composer par exemple 100 primitives entre elles, je ne vais pas en avoir la moitié qui doivent se mélanger et la moitié qui doivent s'écraser les unes contre les autres, et je vais commencer à me poser la question de qu'est-ce qui se passe quand j'en ai qui s'écrasent et qui en même temps d'autres qui se mélangent. Donc en termes de contrôle de forme, il va se passer des choses un petit peu particulières à regarder, et même chose en termes d'interaction entre ces formes. En termes de calcul, là ça va devenir très complexe, hors de question de passer, pourquoi on est dans des grilles 3D, parce que notre opérateur c'est F1, F2, et puis éventuellement notre bêta. Bon, ben là, s'il y a 1000 primitives, bon, ben c'est F1, F2 jusqu'à F1000, et notre bêta. Là, je ne peux pas passer dans des grilles en 0,1 puissance 1000, ça ne passera jamais, même puissance 4, c'est très 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 limite, et puissance 5, déjà, j'oublie. Donc au-delà, ça ne passe absolument pas à l'échelle, cette affaire-là. Donc il nous faut des choses qui soient calculables numériquement à des coûts, enfin, à faible coût. Donc ça, c'est un problème qui est tout à fait ouvert. Surtout si on veut s'adresser à des problèmes comme des problèmes de, mettons, simulation de fluide, où on ne parle pas de quelques dizaines ou quelques centaines de primitives, mais plutôt quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de primitives à assembler. On peut ramener ça à un problème un peu moins important, on va vouloir avoir des modèles organiques, on va plutôt avoir de l'ordre de quelques centaines de primitives à assembler. Par contre, les primitives vont représenter des volumes qui ont des propriétés physiques différentes, typiquement des os, des muscles, de la matière graisseuse par exemple, et du coup les compositions vont devoir prendre en compte les différences de propriétés des matériaux qui vont composer les primitives que je veux assembler. Enfin, ce qui me paraît aussi très intéressant, ça serait de regarder des fonctions scalaires qui sont capables de stocker plusieurs surfaces implicites d'intérêt. Typiquement, avoir à la fois la peau et le vêtement du personnage, de manière à ce que la composition, naturellement, sans que j'aie à faire le moindre effort, gère aussi et garantisse que je n'ai pas, par exemple, d'auto-intersection entre mon vêtement et ma peau quand j'anime mon personnage. Donc ça, ce sont des choses qui sont parfaitement ouvertes. Voilà, et pour conclure, donc évidemment, sur tout ce dont on a parlé pendant cette présentation, il y a la nécessité d'avoir une représentation des objets 3D par surface implicite. Évidemment, sinon tout ça ne tient absolument pas. Et on a parlé d'assemblage binaire uniquement. Par contre, on a un modèle unifié pour l'assemblage de formes 3D, on a une liberté importante sur la forme des assemblages que l'on peut produire, on a des temps de calcul qui sont parfaitement maîtrisés, une gestion automatique des effets d'assemblage au cours d'une animation. En termes d'implémentation, j'en ai pas parlé, mais du coup, c'est juste des fonctionnels à coder, voire des grilles à interpoler. Donc, du coup, ce sont des codes qui sont à la fois simples et robustes. On a la possibilité de guider la déformation de maillage 2D, du coup, donc une déformation de maillage partielle de fonctions scalaires 3D. Et enfin, beaucoup de voies nouvelles et prometteuses à explorer pour ceux qui veulent faire de la recherche autour de ça. Et encore, la liste que j'ai présentée est loin d'être exhaustive. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour vos questions.